Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7, samedi 4 juin. Et c'est parti pour votre magazine hebdomadaire qui reçoit aujourd'hui le journaliste Daouda Thiam. Il est présent sur ce plateau, toujours avec nous également. Nous serons avec Abdourahmane Sow de la COS M23. Il est également sur ce plateau pour analyser, commenter l'actualité de la semaine avec nous. Bonjour, messieurs. Merci pour l'invitation. Bonjour Mamanta, merci pour l'invitation. Alors, nous allons démarrer avec l'actualité de la semaine, bien sûr. Nous allons parler politique avec le dialogue national. Le chef de l'État, Macky Sall, a procédé au lancement du dialogue national le 28 mai dernier. Un dialogue national qui a pris une autre tournure, si on peut dire donc, de cette manière, une tournure émaillée par des manœuvres politiques. Alors, nous allons démarrer avec vous, Daouda Thiam, pour analyser ce dialogue national qui a pris une nouvelle tournure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous notons également des manœuvres politiques du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Oui, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Walf TV, de vous remercier également de nous avoir invités sur ce plateau. Pour vous entretenir peut-être de l'actualité nationale. Moi, je voudrais d'abord dire que parfois j'ai le sentiment que moi, je ne me retrouve pas réellement dans quoi on est en train de bouger. Parce que je m'en souviens quand le président de la République s'était rendu au domicile de Salamata Tall pour lui présenter ses condoléances. À l'époque, quand il s'adressait aux responsables du Parti démocratique sénégalais qu'il avait trouvé sur place, il leur avait parlé de concertation politique. Je vais appeler le PDS, l'opposition, à des concertations politiques, avait-il dit en quelque sorte. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, on a eu droit à un autre discours qui, cette fois-ci, est articulé autour d'un dialogue national. À la limite, on est tenté de se poser la question à savoir, en réalité, à quoi on a appelé les Sénégalais. Est-ce qu'on les a appelés autour d'un dialogue national ou bien est-ce qu'on les a appelés autour d'un soi-disant dialogue national teinté de concertation politique? Ça, je crois que c'est la question, moi, qui me taraude l'esprit et à laquelle je voudrais vraiment avoir une réponse définitive. Cela dit, ce qu'il faut surtout regretter par rapport à ce que certains qualifient de dialogue national, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine propension à nous détacher des questions essentielles qui sont l'éducation, qui sont la santé, qui sont le monde rural, etc., pour nous focaliser fondamentalement que sur la politique. Et je crois que si on ne se ressaisit pas, si le président, à commencer par lui, ne se ressaisit pas et corrige, rectifie à son niveau, on risque de fausser ce autour de quoi tous les Sénégalais sont en train de discuter depuis quelques jours. Parce que fondamentalement, s'il ne s'agit que de choses ou bien que de la sauce politique entre APR et Parti démocratique sénégalais, je crois en toute sincérité que ça n'intéresse pas fondamentalement les Sénégalais. D'accord. Donc, entre le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République, des manœuvres politiques notées. Également, il y a d'autres partis de l'opposition qui n'ont pas pris part à ce dialogue national et qui usent de manœuvres politiques également pour se positionner. Mais avant d'aborder ces partis qui ont boycotté le dialogue national, dites-nous, Abdourahmane Sow, comment analyser donc ce dialogue national avec une partie de l'opposition et d'autres forces vives, bien sûr, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Macky Sall. Bonjour, Mamanta. Permettez-moi d'abord
de dire tous mes hommages à l'ensemble de vos téléspectateurs et de téléspectatrices à travers le monde et de saluer mon ami Daouda Thiam sur ce plateau. Vous dire tout le plaisir que la COS M23 a de vous retrouver sur, en tout cas, le plateau d'Actu en 7. Effectivement, pour en tenir les Sénégalais de sa vision, en tout cas, de son avis sur ce dialogue. Un dialogue qui était très attendu par l'ensemble des franges, en tout cas préoccupés, en tout cas par la bonne marche du pays, par une, en tout cas certaine stabilité dont s'attendaient les populations pour vraiment prendre en charge le coût de la vie, entre autres préoccupations. Alors malheureusement, on a été déçus au niveau de la COS M23. Peut-être que nul n'est sans savoir qu'au mois de juin 2015, la COS M23 avait convoqué à des retrouvailles dénommées Dialogue Convergence Waxtaan ba Déggoo et sur des questions d'intérêt généraux, à savoir par exemple institutionnel, quelle conscience pour le Sénégal. Moi je pense que dans la démarche déjà, dans la forme, le président de la République et le pouvoir ont tout faussé. Parce que convoquer les gens même si c'est dans le cadre du lancement officiel du dialogue, peut-être qu'il devait y avoir quand même des termes de référence pour en tout cas permettre aux parties prenantes d'appréhender, en tout cas de s'organiser par rapport à des questions précises d'intérêt. Le chef de l'État a été clair, Abdourahmane Sow, les 15 points du référendum, donc la mise en œuvre des 15 points retenus lors du référendum du 20 mars font partie des principaux points. Oui, en fait, il a été clair, pour ne pas dire qu'il a été stratégique, parce que ce faisant, il exclut d'office, en tout cas normalement, et ça nous surprend que certaines, en tout cas, organisations, certains partis politiques aient accepté d'aller se retrouver dans le cadre de ce dialogue, étant donné qu'ils avaient battu campagne, n'est-ce pas, pratiquement pour le non. Ils ont été sur le terrain pour dire que les 15 points de ces réformes ne les engageaient pas. Alors, le PDS, le Rewmi, entre autres partis, entre autres grands partis qui s'étaient retrouvés dans la coalition non Gorthié Wax Jë dans le cadre de Ñaani Bañna pour récuser, pour dénoncer en tout cas la survenue de ces points de réforme. Donc notre surprise a été grande de les retrouver dans le cadre de ce dialogue. C'est vrai que dans une démocratie qui se respecte, il est souhaité, il est en tout cas bienvenu que les franges politiques, l'opposition et le pouvoir se retrouvent autour quand même peut-être de l'autorité pour discuter sérieusement, n'est-ce pas, des questions en tout cas concernant les populations. Mais dans la démarche, on a constaté, comme il l'a dit, que en tout cas le dialogue a été teinté d'une tournure pas du tout politique mais politicienne, qui peut-être va nous ramener aux retrouvailles, comme l'avait souhaité le président de la République, aux retrouvailles de la famille libérale, des retrouvailles peut-être qui pourraient arranger les uns, mais qui forcément n'est pas dans l'intérêt des populations. Parce que quand on parle de retrouvailles, nous sommes obligés, sur la base en tout cas de certaines problématiques posées, notamment celle de la CREI, renvoyant effectivement à l'emprisonnement de M. Karim Wade, nous sommes fondés à croire que les débats, les négociations porteront en tout cas sur des problématiques partisanes concernant peut-être le Parti démocratique au détriment des vraies questions. Des vraies questions comme l'APE, les APE par exemple, sont des questions d'intérêt généraux sur lesquelles les Sénégalais devaient spéculer autour d'une table avec le président de la République. On peut parler des problèmes de la justice sénégalaise. On pourrait parler de la libération, de la séparation des pouvoirs, parce que tout le monde voit ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est des questions comme ça qui devaient être débattues. Mais le président a été vraiment très stratégique en axant effectivement le débat sur des points sur lesquels on ne s'entendait pas avec lui. On a battu. 15 points plus les questions d'intérêt nationaux. Mais on a vu sa déclaration, on l'a écouté, on a entendu. C'est une rédaction. Et c'est à la portée de tout le monde que de dresser sur papier toutes les problématiques vécues par les populations, à savoir les conflits sociaux, n'est-ce pas, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'enseignement. Tout ça a été consigné dans un document, mais dans la pratique, ils ont été très expéditifs pour, par exemple, nous servir la libération de Bibo Bourgi. Vous croyez que c'est lié au dialogue national? Mais ça paraît logique, c'est tellement expéditif, n'est-ce pas? Et puis ça renvoie en tout cas à des
à des débats, à un consensus, à des ententes. Mais bien sûr, c'est tellement évident, même si nous ne sommes pas portés à mettre la main au feu que c'est ça la vérité, mais on sait qu'il y a un exercice de théâtralisation qui s'est passé dans la salle des banquets du palais. Les uns et les autres ont pris la parole peut-être pour prêcher, en tout cas pour leur chapelle, pour évoquer des dossiers qui, dans un sens ou dans un autre, même si c'est des problématiques concernant ou bien portant sur une partie, en tout cas, de l'espace politique, je veux dire, précisément portant sur le PDS, ne sont pas des questions qui peuvent nous, ou bien qui doivent emballer toutes les populations, parce qu'il y a des questions prioritaires. Telles que la crise qui sévit actuellement au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé. Nous en sommes à 2-3 jours de grève. Nous en sommes à des perquisitions sur les prérogatives peut-être du gouvernement et tout ça. Moi, je pense que c'est des questions sur lesquelles les gens doivent sérieusement... n'est-ce pas, du président de la République qui a su taper quand même pour avoir le résultat voulu. On a vu sa démarche depuis qu'il a accédé au pouvoir, les stratégies qu'il a posées, il prend les gens à la surprise, il pose des actes forts sur lesquels les gens ne peuvent pas revenir. Le PDS est démantelé. Le PDS est démantelé, ou bien on peut dire que c'est une stratégie aussi pour le PDS, n'est-ce pas, Daouda Thiam, avant de revenir avec Abdourahmane Sow? Moi, je crois que le Parti démocratique sénégalais n'a fondamentalement plus le choix. Il n'a plus les armes en main, il n'a plus son destin en main. Et qu'aujourd'hui, c'est un parti confronté à 2 questions essentielles. D'abord, son candidat, bien celui qu'il a choisi pour être son candidat à la présidentielle de 2019, autant pour moi, est en prison. Et qu'à ce titre-là, ce serait à la limite extrêmement surréaliste que ce candidat puisse recouvrer la liberté, en dehors d'une grâce évidemment, puisse recouvrer la liberté avant la présidentielle de 2019. Il y a également un autre élément qui n'est pas des moindres et qui est aujourd'hui la force de frappe financière dont laquelle peut-être le Parti démocratique sénégalais pouvait se targuer il y a de cela quelques années et qui aujourd'hui constitue un handicap majeur pour les libéraux. Et que compte tenu de ces 2 éléments, aujourd'hui, le PDS gagnerait à son niveau à dialoguer, à en fait quitter un tout petit peu cette posture de va-t-en-guerre dont il a longtemps fait l'objet et dont il a longtemps fait montre autant pour moi et qui fondamentalement n'a pas su payer. Donc aujourd'hui, il est obligé, les libéraux sont désarmés et sont obligés aujourd'hui de négocier. Maintenant, eux, s'ils ne perdent rien à négocier avec le président Macky Sall pour obtenir demain la libération de Karim Wade, je ne pense pas que les Sénégalais puissent pardonner au président de la République le fait, si ça se produisait, de libérer Karim après tout ce tintamarre suscité par la CREI, par son opportunité ou non. Je ne pense pas que le président Macky Sall gagnerait à se réveiller un beau matin, à libérer Karim dans des conditions obscures. Je ne pense pas que le peuple sénégalais puisse lui pardonner cela. Donc, le PDS n'a rien à perdre. Et je ne pense pas que le président Macky Sall ait cette même opportunité que le PDS. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut dire, beaucoup de Sénégalais étaient sceptiques au début. Quand on a procédé à l'arrestation de Karim Wade, beaucoup de gens croyaient dur comme fer qu'en réalité, il s'agit d'un combat éminemment politique. Donc aujourd'hui, si la libération de Karim Wade devrait intervenir dans ces conditions obscures, ou bien dans un contexte de concertation, de dialogue, de négociation politicienne,
ça ne profiterait pas au président Macky Sall. Et les Sénégalais sont assez mûrs, assez matures aujourd'hui pour que s'ils se sentent trahis par quelqu'un ou bien dans une certaine logique, et que demain ils puissent sortir le bâton pour sanctionner celui qui a celui avec qui ils ont fait peut-être l'apprentissage l'apprentissage de la déception. En quelque sorte, je crois que le chef de l'État gagnerait à réfléchir par 2 fois avant de poser des actes qui iront dans le sens de la libération de Karim Wade dans ces conditions. Je n'ai rien contre Karim Wade, je ne souhaite à personne un séjour carcéral. Je dis que Karim est coupable d'enrichissement illicite sur des milliards. Donc aujourd'hui, je ne pense pas également que ce contexte de concertation, de dialogue, etc., de dialogue politique puisse favoriser à Karim Wade. Parce que lui également, je pense que personne ne s'y trompe. Demain, si on le libérait dans ces conditions, il se serait tiré une balle dans la tête. C'est-à-dire que politiquement parlant, il serait un cadavre. Je le verrais mal, moi, Karim Wade, demain se présenter devant les Sénégalais avec une grâce. C'est compliqué, ça va être très compliqué pour lui. Donc, je crois que aussi bien Karim Wade que le président Macky Sall gagneraient à être extrêmement regardants par rapport au contexte actuel, par rapport à ces concertations excessivement politiques. Une situation qui ne profiterait pas au chef de l'État Macky Sall, comme vient de dire Daouda Thiam, mais qui semble tourner en faveur du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui, avec des sorties au vitriol, parle de deal, de dialogue, de conspiration. On dirait qu'il peut sortir gagnant, ou bien c'est juste également des manœuvres politiques venant de lui. En fait, on peut dire que c'est relatif. De toutes les manières, ils sont dans leur rôle, que ce soit le président Idrissa Seck ou bien un autre leader, en tout cas de l'espace politique. L'essentiel, il a porté tout haut ce qui se murmure tout bas dans les foyers. Pratiquement tous les Sénégalais, avec les actes qui ont été posés au sortir de ces concertations, notamment la libération de Abdoul Khalid Bourgi, de Pouy et autres, tout le monde est convaincu qu'effectivement le président de la République est dans une dynamique, en tout cas, de conspiration sur le dos des populations, et a eu l'opportunité quand même d'élever la voix pour contester. Ça lui profite ou ça ne lui profite pas, de toutes les manières. On le voit attaqué par en tout cas, la mouvance présidentielle. Parce que s'il s'agit d'évoquer des deals, ils ont sorti, en tout cas à l'actualité, le fameux protocole de Rebus. Donc c'est aux populations de voir en tout cas à quel sein se vouer. Mais de toutes les manières, il est dans son rôle, en tout cas d'un des leaders incontestables de l'opposition, qui devrait se positionner pour peut-être nous offrir une alternative politique en termes de projet social et de projet politique. L'essentiel, en tout cas pour les populations, le sentiment qui ressort vis-à-vis en tout cas de cette mascarade, on doit l'appeler ainsi, c'est que le président de la République Macky Sall est dans la continuité par rapport à certaines pratiques qu'on avait combattues sous l'ère Wade. On l'avait combattu, peut-être pour revenir sur l'arrestation de M. Karim Wade, beaucoup s'étaient émus effectivement de son arrestation, pas du fait qu'il n'était pas coupable ou pas, mais par rapport à la procédure qui a été empruntée. N'est-ce pas? Au niveau, dans les dispositions de la Constitution, titre 10, article 99, il est prévu la mise en place, si je ne me trompe, de la Haute Cour de justice, qui se devait quand même de juger ou bien d'arbitrer par rapport à la culpabilité ou non d'un ministre ou bien d'un ancien ministre. N'est-ce pas? Donc le président de la République, dans sa dynamique, étant donné que c'est lui la clé de voûte des consciences, compte tenu des prérogatives dont il dispose sur le ministre de la Justice et des procureurs en charge de ces dossiers, en tout cas, ils ont passé outre ces dispositions pour remettre à jour la CREI, qui est une loi liberticide qui viole franchement les droits qui sont consacrés, d'abord par la Constitution du Sénégal, par les chartes de la CEDEAO ou autres. Donc, par
rapport à ce problème revient au président de la République. Il avait, en tout cas, il nous avait fait espérer une nouvelle manière de gérer la chose publique. C'était mieux de convoquer effectivement la remise en cause de la justice, n'est-ce pas, les coups de franche pour nos magistrats, pour nos procureurs, pour qu'ils aient l'opportunité et la liberté, en tout cas, de gérer les dossiers conformément aux aspirations populaires, mais conformément aussi à la réglementation. Malheureusement, cela a paru comme, en tout cas, une loi d'acharnement et de règlement de compte. On parlait de redevabilité, on parlait quand même effectivement, en tout cas, de rapport de la Cour des comptes. Malheureusement, on s'est retrouvé avec une CREI qui est là avec une liste de 25 personnes. Pas plus tard, on a vu certains acteurs de la société civile dénoncer le fait que cette liste ne soit pas épuisée. Maintenant, nous sommes dans une dynamique politicienne avec le président de la République. Il nous a habitués à ces pratiques, c'est-à-dire qu'il a son agenda, il a son calendrier, et il a une lecture claire par rapport, en tout cas, aux jours à venir. Pour sortir de ce référendum, compte tenu de certains résultats, ou bien d'un certain résultat obtenu par une frange très importante de l'opposition et de la société civile, il a eu une lecture intelligente et il a en tout cas estimé nécessaire de reconstituer ses forces, de faire appel à peut-être à certains frères, entre guillemets, reconstruire la famille libérale. Ça lui permet effectivement d'isoler Idrissa Seck. Ça lui permet quand même d'harmoniser la force des uns et des autres, berner les populations parce que... Vous pensez que ce qu'il peut isoler Idrissa Seck en se rapprochant, donc en organisant une retrouvaille de la famille libérale? Mais ça se dessine. Quand on voit par exemple que M. Idrissa Seck dans ses récentes sorties, il a presque attaqué le Omar Sarr et autres, ce qui veut dire qu'il a la même lecture que le président de la République, en tout cas dans une stratégie d'isolement. Et Daoud l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas le choix. Ils sont nouvellement dans l'opposition, le PDS. Ils sont allés négocier peut-être pour retrouver la liberté. Si jamais la famille libérale se retrouve, Idrissa Seck pourra bien occuper le poste de chef de l'opposition. Bon, pas poste, mais bon, pourra bien devenir le chef de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler d'isolation dans cette situation? En fait, c'est les risques du métier, c'est la roulette russe, ça passe ou ça casse. En tout cas, le président de la République a son agenda. Maintenant, ça passe, c'est-à-dire il réussit effectivement à l'isoler. J'ai entendu, ou bien j'ai lu Mambaïna ce matin dans la presse disant que peut-être il va interpeller le président de la République sur des dossiers portant sur un blanchiment d'argent. Donc ils ont peut-être leur plan pour attaquer M. Idrissa Seck et puis parvenir peut-être à l'isoler. Mais de toutes les manières, là où il faut quand même compter aussi, c'est avec peut-être l'opinion qui est avisée. Les Sénégalais ne sont pas dupes. On a laissé le président dérouler depuis 4 ans et puis cette frange importante qui s'est en tout cas retenue d'aller se prononcer lors du référendum, peut-être en s'exprimant en tout cas pourrait arbitrer par rapport en tout cas à la sanction de l'action gouvernementale. Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes pratiques continuent. Nous ne sommes pas dans une dynamique de rupture, mais nous sommes dans la continuité. Et c'est encore pire avec le président. Nous voyons que pour un président, dans les principes de Machiavel, il est bien vraiment de tenir la carotte et le bâton, mais avec le président de la République, ce n'est que le bâton. Il n'a qu'à donner la carotte, c'est-à-dire poser les jalons d'un véritable dialogue et prioriser effectivement les dossiers. C'est vrai que s'il s'agit de libérer Karim Wade, c'est une préoccupation fondamentale pour une majorité de la population, mais il serait en tout cas plus bénéfique le débat de la justice, effectivement, de la libération, effectivement, de la justice sénégalaise. C'est ce qui profiterait le mieux au Sénégal. Une justice indépendante. Pour le cas Idrissa Seck, bon, si vous voulez rajouter quelque chose, mais pour le cas Idrissa Seck, est-ce qu'on peut parler d'isolement? Du moment où Idrissa Seck peut devenir, bon, je repose ma question, peut être le chef de l'opposition si jamais la famille libérale se retrouve? Ou vous partagez l'avis de écoutez, je crois que s'il s'agit de s'adjuger en quelque sorte le titre de chef de l'opposition, et s'il va couler de source, ça va couler de source que si le président Wade et le PDS vont dans le sens de rejoindre le président Macky Sall, que Idriss Seck quand même devienne le chef de l'opposition naturelle. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que l'on... Poursuivez. Voilà, quel que soit ce que l'on peut reprocher
à Idrissa Seck, au moins il a réussi à faire preuve d'une certaine constance. Parce que moi, quand je vois des Sénégalais rêver de retrouvailles entre le président Macky Sall et Idrissa Seck, moi j'ai envie d'en rire. Ils sont faits pour ne plus jamais être ensemble depuis 2004. Idrissa Seck, dans son fort intérieur, dans son subconscient, il a la certitude clé en main que tous ces déboires portent les empreintes du président Macky Sall, même s'il a tort. Il a cette certitude. Parce que entre le président Macky Sall et l'ancien premier ministre Idriss Seck, mais c'est l'affaire des chantiers de Thiès. Pour comprendre les relations heurtées, il faut remonter à cette époque. Pour comprendre pourquoi Idriss Seck a du mal à faire confiance au président Macky Sall, il faut remonter à cette époque. Et Idriss Seck, il y a de cela quelques jours, quand interpellé par des confrères, il a dit Wade et Macky ont toujours comploté contre moi. Et il faisait allusion à l'époque des chantiers de Thiès. Donc, je ne vois pas le président Macky Sall et l'ancien premier ministre Idriss Seck s'asseoir autour d'une table. À cela s'ajoute un fait que certains ont tendance à vouloir oublier et qui est apparemment récent. Parce que si on se rappelle un tout petit peu les péripéties du renoncement par le président Macky Sall de sa promesse de réduire son mandat de 7 à 5 ans, mais il les a tous eus. Il a pris tout le monde de court. Aujourd'hui, que ce soit Idriss Seck, que ce soit Malick Gakou, c'est des gens qui n'ont plus confiance au président Macky Sall, même s'ils ont tort. Ils n'ont plus confiance en l'homme. Après ce coup que le président leur a administré à la veille, en fait le 16 février 2016, ils ont exigé des négociations ou bien des discussions autour du fichier électoral. On leur a opposé une sourde oreille. Donc c'est des gens qui légitimement ont quand même des arguments à faire valoir, à mettre sur la table pour justifier le fait qu'ils ne puissent pas s'asseoir autour d'une table avec le président Macky Sall. D'autant que le dialogue national auquel on avait convié les Sénégalais est en train de tourner à des concertations politiques. Et le président Macky Sall est même en train de donner raison quelque part à Idriss Seck et à tout ce beau monde qui avait refusé en réalité de rejoindre autour de cette table-là. Donc il faudrait que le président de la République se ressaisisse, fasse de sorte que personne ni rien ne puisse le faire dévier de sa trajectoire initiale, de l'objectif fondamental que devrait avoir ce dialogue national. Mais si la politique prend le dessus sur les questions qui intéressent les Sénégalais, je vous ai dit au début de l'émission, que les relations entre le PDS et l'APR, ça ne nourrit pas le Sénégalais, ça n'intéresse pas le Sénégalais, ça ne permet pas à l'enfant de Gorgorlou de pouvoir aller à l'école, de suivre des enseignements corrects. Ça ne permet pas à Mam Anta qui doit aller à l'hôpital pour se soigner d'être prise en charge par un corps médical qui n'est pas frustré. Ça ne règle pas le problème des Sénégalais. S'ils ont des contentieux, qu'ils aillent les vider ailleurs. Ça ne nous intéresse pas, nous. Est-ce que ce n'est pas une manière de manipuler également l'opinion comme disait tout à l'heure Abdourahmane Sow, un dialogue national sans terme de référence. Alors, ces questions de libération de Karim Wade, de la libération de Bibo Bourgi et compagnie, est-ce pas une manière d'occuper, d'amuser, je ne sais pas, la galerie pour masquer l'absence de contenu dans ce dialogue national? Vous ne pensez pas? Non, écoutez, moi je crois que, et ça c'est une conviction, objectivement, je ne vois pas le chef de l'État procéder à la libération de Karim Wade dans ces conditions sans se mettre devant les Sénégalais et leur dire dans quelles conditions il a eu à libérer Karim. Il ne peut pas. Donc c'est une manière de camoufler peut-être l'absence de contenu. Non, attendez, c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a concertation entre lui et
entre lui et le président, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, il se pourrait que l'affaire Karim soit évoquée. Mais je ne vois pas, moi, le chef de l'État, avoir le courage de regarder les Sénégalais après plus de 3 ans de détention, de dire qu'il procède à la libération de Karim sans en expliquer les contours, sans en éclairer les contours. C'est pas possible. Il a annoncé une possibilité sur Radio France Internationale. Encore que même là, moi, j'ai du mal à comprendre le président. Parfois, j'ai envie de m'attacher les services d'un interprète pour le comprendre. Vous savez pourquoi? Quelques semaines auparavant, lors d'un déplacement à l'étranger, c'est le même président Macky Sall qui avait dit, et beaucoup de journaux l'avaient repris, qui avait dit qu'il n'est pas question de grâce pour Karim Wade. Si quelques semaines plus tard, il prend le contre-pied de ce qu'il nous avait dit, moi j'ai des problèmes pour comprendre le président. Parce qu'il ne peut pas avoir dit ça à l'étranger, que la presse ait relayé ça, et de manière massive, que quelques semaines plus tard, qu'il accepte de dire que voilà, une grâce, une libération est possible. Maintenant, est-ce que s'il libère Karim, est-ce que cela supposerait, s'il libérait Karim, est-ce que cela supposerait que Karim a mis la main dans la poche pour rembourser ce pourquoi il a séjourné depuis lors en prison? Est-ce que c'est pour rembourser une partie? Voilà les questions également fondamentales auxquelles les Sénégalais voudront avoir des réponses claires et nettes. Claires et nettes. Parce qu'il s'agit de deniers qui appartiennent au peuple d'après ce qu'ils nous ont toujours dit. Voilà, donc Abdourahmane Sow, vous ne partagez pas cet avis que l'absence de contenu dans le dialogue national, par exemple, donc, a évoqué ces questions, la libération de Karim Wade, la volte-face du chef de l'État Macky Sall dont parle Daouda Thiam, donc qui annonce sur les ondes de RFI que Karim Wade pourrait être libéré d'ici la fin de l'année. Mais c'est bien faisable, Daouda. Là, je suis désolé, c'est-à-dire ça aurait paru impossible si quand même on venait d'élire le président de la République Macky Sall. Mais depuis quand même son accession à ses fonctions de président de la République, on l'a vu dérouler. Et les Sénégalais ne doivent pas être surpris qu'un beau jour qu'il se lève pour dire qu'il a libéré soit par amnistie, soit par liberté conditionnelle ou bien par grâce Karim Wade. Il a fait pire. Mais c'est pire que en tout cas de prendre un engagement ferme devant toutes les institutions, devant l'opinion nationale et internationale sur la réduction de son mandat, alors qu'il est revenu sur sa parole. Nous, on a estimé que ça, c'est presque du parjure, il faut le dire, vous me le permettez, mais le terme, en tout cas académique, normal, c'est ça. Il a parjuré, il a fait pire. Donc venir dire qu'il a libéré Karim Wade sur la base quand même, en tout cas de deal ou bien de négociations qu'il a eu avec le PDS, ça ne doit pas surprendre. Mais s'il le faisait, ce serait un suicide politique. Non, je ne le pense pas, parce qu'en fait, il faut aussi prendre du recul et effectivement essayer de comprendre le comportement des Sénégalais. Comment ils se comportent pour arbitrer et sanctionner l'action gouvernementale. On a vu avec le référendum, malgré le fait qu'il y ait des achats de conscience et autres, mais on doit accepter que ce sont les Sénégalais en majorité, en tout cas ce qui est formel, même s'il y a eu des bureaux fictifs et autres, ce sont les Sénégalais qui lui ont dit oui pour le référendum, alors qu'ils s'étaient engagés, alors que les dispositions transitoires pouvaient lui permettre de réduire son mandat. Il est revenu sur son engagement. Donc qu'ils viennent nous dire qu'il a préféré effectivement, pour se rapprocher, renforcer son camp, libérer Karim sur la base peut-être d'une concertation, d'une entente avec le PDS, au lieu de poser la problématique effectivement de l'indépendance de la justice. Effectivement, l'UMS a eu à dénoncer l'immixtion de l'exécutif dans la gestion des dossiers judiciaires. Et ce sont des pratiques qui doivent prendre fin. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, moi je suis dans la dynamique, je verse à croire que le président de la République a son agenda. Il est bien conseillé sur le plan politique et que nous faisons face effectivement à des acteurs. Nous sommes dans le cadre d'une scène de théâtre. On a vu certains orateurs lors de ce fameux dialogue prendre la parole pour peut-être quémander la libération de Karim Wade. Moi, j'aurais aimé qu'on lui dise que le président de la République doit libérer la justice, qu'il ne doit plus être le président du Conseil suprême de la magistrature, ce qui empêche
empêcherait peut-être ou bien épargnerait les Sénégalais d'un mélo pareil à celui de Karim Wade. Parce que la cause M23, par exemple, à l'image en tout cas de beaucoup d'organisations de la société civile ou de partis politiques, n'a jamais juré que Karim n'a pas pris nos sous. De même qu'elle n'a jamais juré, en tout cas ils n'ont jamais juré que Karim était coupable ou innocent. Et pour nous, le principe c'était que, en tout cas, la démarche par rapport au principe judiciaire, par rapport à la réglementation soit respectée. Que, par exemple, la CREI, bien qu'une loi liberticide soit appliquée, effectivement dans une dynamique de justice équitable. On a vu le cas Ousmane Ngom, interdit de sortir de territoire, n'est-ce pas, avec la levée de son immunité parlementaire. On a vu que c'est le président de la République qui l'a mis dans son avion pour aller quand même à des cérémonies officielles en dehors du Sénégal. On ne l'a pas dénoncé. On a vu le cas des rapports de l'OFNAC. On a vu le cas de marché. Vu pratiquement toutes ces dérives, tous ces abus que le président de la République avec son pouvoir nous ramène sur la table, sans pour autant que les Sénégalais aient l'opportunité même de dénoncer, parce que tout le monde est caporalisé systématiquement par des stratégies de compensation. Vous vous taisez sur telle, vous prenez telle opportunité, vous avez telle mission. Les gens font semblant, mais nous constatons tous que, en tout cas, le régime en place ne vaut pas mieux que tout ce qu'on a eu à connaître de par le passé. Alors les Sénégalais doivent, en tout cas, je dirais même l'obligation de se rebiffer pour quand même exiger de ces acteurs, qu'ils soient de la société civile ou bien qu'ils soient des acteurs politiques, qui respectent les Sénégalais. Nous n'en voulons plus de certaines pratiques, que cela provienne de la mouvance présidentielle ou bien de l'opposition qui fait semblant de ne pas comprendre les contours de ce dialogue, mais nous savons que c'est une mise en scène quand même pour disculper les uns, isoler les autres et puis au détriment des intérêts de la nation. C'est ce que nous constatons. C'est pourquoi nous ne partageons pas le point de vue de Daouda. Demain, il se lèvera, il va libérer Karim Wade. Nous ne sommes pas contre sa libération parce que nous avons dénoncé la procédure. Mais quand sera-t-il quand même de tous ces biens publics détournés, n'est-ce pas, du trésor public, qu'il s'agisse de Karim ou bien qu'il s'agisse d'un autre acteur, qu'il s'agisse d'autres Sénégalais? Quand sera-t-il du cas Baïlowan? Quand sera-t-il des deux autres cas qui en seront les perdants? C'est toujours les populations sénégalaises. Donc, séparation des pouvoirs, la justice indépendante, nous allons y revenir parce que le chef de l'État a commenté même une décision judiciaire avec l'affaire Imam Sey qui a été condamné à 1 an ferme de prison. Nous allons évoquer le dernier point de ce dialogue national en faisant une analyse comparée donc entre le dialogue national, donc le dialogue national précisément, et de 88, c'était sous Diouf. Donc là, une analyse comparée entre les deux cas. Le contexte peut-être un peu similaire, comme pour copier bien sûr un de nos confrères, Serigne Saliou Gueye, qui a fait une analyse en comparant ces deux cas avec donc la fameuse table ronde à l'époque en 88. Qui donc survenait c'était dans le contexte de sociopolitique donc assez agité à l'époque. Oui, en fait, je crois qu'il y a des éléments quand même de similitude entre les deux événements parce que, quoi que l'on puisse dire, pour la table ronde de 88, c'était également une manière pour l'ancien président Abdou Diouf de désamorcer une bombe qui s'appelait à l'époque Abdoulaye Wade ou bien le PDS, et que peut-être qu'ils avaient eu au détour de ça à discuter de certaines questions d'ordre sociétal. Quand on compare cette table ronde de 1988 avec ce qui s'est passé autour du dialogue national, il y a beaucoup de ressemblances. Sauf que, à mon humble avis, on se serait même gardé de ce dialogue national si on acceptait d'appliquer dans sa globalité, ou bien dans leur globalité, les conclusions des assises nationales. C'est-à-dire, tous les problèmes pratiquement des Sénégalais auraient pu être, pas tous les problèmes, mais la plupart des problèmes des Sénégalais auraient pu être réglés dans le cadre des conclusions de ces assises nationales. On se rappelle que Amadou Mahtar Mbow et son équipe avaient fait le tour du Sénégal, avaient pris langue avec les Sénégalais dans les milieux les plus reculés pour d'abord résoudre une occupation majeure, pour essayer
pour réfléchir également autour de quoi on devrait en fait chercher à résoudre, à satisfaire ces doléances-là. Mais donc, si le président Macky Sall avait accepté en fait de prendre dans sa globalité le contenu du document que le président Amadou Mahtar Mbow et son équipe lui avaient remis, on se serait même passé de ce dialogue national. Ce qui est avéré, c'est qu'on va parler au détour des discussions qui auront lieu prochainement, on va parler de choses qui ont déjà été évoquées entre les assisards et la majeure partie des Sénégalais. Donc c'est à la limite du répétitif. Une table ronde en 88 à l'époque qui avait été boycottée par une partie de l'opposition, donc qui n'a duré que le temps d'une rose. Est-ce qu'on peut penser que ce dialogue national vivra donc la même situation? Non du tout. Je pense que ce dialogue national a beaucoup de chances à aboutir dans le cadre de l'agenda effectivement du président de la République. Là, je suis presque convaincu que, en tout cas, il a une stratégie qu'il a mise en place et qu'il ira au bout. Parce que les enjeux sont là. Les différentes parties prenantes ont des intérêts qui diffèrent. Autant pour ceux qui sont allés répondre que pour ceux qui ont refusé d'y aller. Il y a des enjeux de positionnement qui sont là et qui réfèrent aux joutes à venir. Comparaison n'est pas raison. Comme Daoud l'a dit, il s'agissait de désamorcer une bombe, en tout cas une explosion sociale très imminente et qui s'appelait Abdoulaye Wade. Et dans ce cas, c'était un peu plus sérieux. Moi, j'ai quelque peu vécu les moments de trouble en 88. C'était difficile et puis c'était très agressif. Donc, dans une dynamique d'apaisement, Abdou Diouf avait intérêt à convoquer cette table ronde pour peut-être trouver de nouvelles orientations. Et on a vu que juste après, en 93, on a abouti à l'assassinat de Medsey. Et puis, dans ce même cadre, par rapport à la démarche, il faut reconnaître que le président Abdou Diouf est dans une dimension plus solennelle que Macky Sall. Parce que, en fait, quand les véritables débats se posaient, il donnait des réponses adéquates. Parce qu'au-delà de la table ronde, il faut se rappeler qu'en 1996 aussi, quand l'opposition dans sa globalité avait contesté, n'est-ce pas, le fichier, il avait fait de très fortes concessions pour quand même confier l'organisation des élections, en tout cas de l'élection présidentielle, à une personnalité neutre. Ça, il faut le reconnaître au président Diouf. C'était dans le cadre de désamorcer effectivement une bombe, vraiment un danger très sérieux. Alors que là, c'est une planification. C'est une stratégie qui est mise en place pour renforcer le camp de la mouvance présidentielle. C'est la lecture exacte que nous en avons, compte tenu effectivement des vertus politiciennes de Macky Sall, de son parcours, des actes qui ont été posés. Il y a des similitudes par rapport aux personnages et aux personnalités dans le cadre de l'enrichissement. Ils sont tous enrichis de la même manière, ces différents acteurs-là. On ne peut pas le nier. Si Macky Sall, par exemple, aujourd'hui n'était pas président de la République, peut-être qu'il aurait à répondre quand même de convocation pour expliquer le comment de sa fortune. Et c'est valable pour beaucoup d'acteurs qui sont là. Alors, c'est le jeu politique, on le lui concède. Et la stratégie, comme le général Schwarzkopf, c'est la planification pour atteindre ses objectifs. Il en a pour un deuxième mandat. Ça va coïncider avec effectivement la réalisation de beaucoup de structures. On aura l'aéroport, on aura l'autoroute Ila Touba. Donc c'est un stratège qui déroule. Mais ce que nous revendiquons, ce que nous exigeons, c'est qu'on ne prenne pas les populations pour des demeurés, n'est-ce pas? Qu'on ne nous prenne pas pour des dupes, on a tout compris. Et là, nous exerçons les Sénégalais à prendre du recul pour avoir une autre lecture de cette mascarade, de ces deals, de cette compromission, effectivement, qui se fait sur le dos des populations, par les mêmes acteurs qui se passent le pouvoir, qui s'enrichissent sur la base des misères des populations. Les gens ont faim, vous allez à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous faire hospitaliser, vous n'avez pas le ticket pour payer la modération, mais c'est terrible. C'est ça les questions sérieuses sur lesquelles Macky Sall devait convoquer effectivement les populations de manière solennelle, de manière sérieuse, sans arrière-pensée, sans stratégie politicienne.
politicienne. Malheureusement, c'est dommage, on n'a pas encore de leader à la carrure effectivement de ce que nous escomptons en termes de gestion du pouvoir public. Pourtant, on parlait des dialogues inclusifs au début, donc pour le lancement de ce dialogue, bien sûr, excusez-moi pour la répétition, mais on a constaté qu'une partie de la société civile, donc certains mouvements de la société civile qui n'ont pas pris part, donc n'ont pas pris part à ce dialogue. Ils n'ont pas reçu de carton d'invitation, ou bien ils ont boycotté. COS M23, peut-être nous allons essayer de parler avec vous. Mais avant cela, Daouda Thiam, ce dialogue inclusif qui pourtant semblerait exclure certaines organisations de la société civile. Je crois que le mot inclusif a été abusivement utilisé dans le cadre de ce dialogue parce qu'il y a des structures auxquelles on a convié en fait, il y a des structures qui ont été invitées à ce dialogue national et qui n'ont pas eu la possibilité de prendre la parole. Je prends juste l'exemple de la presse. Le secrétaire général du SYNPICS, quels que soient les reproches à la corporation, quand même, la presse constitue un pilier essentiel dans un pays, dans les grandes démocraties. Il y a beaucoup de reproches, beaucoup de contestations, beaucoup de suggestions, beaucoup de voilà. Là, il y a un éternel procès de la presse. Je crois qu'on ne peut pas convoquer le secrétaire général du SYNPICS. D'abord, on le convoque vers 11h. Parce que ce jour-là, on était ensemble à Saly au détour d'un séminaire organisé au profit des magistrats et des journalistes pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait à partir de maintenant huiler les rapports et essayer de faire en sorte que dans le respect mutuel que chacun puisse faire son travail dans le plus normalement possible. Donc c'est ce jour-là vers 11h qu'on a joint par téléphone Ibrahima Khalilou Ndiaye pour lui dire que vous êtes convoqué, vous êtes convié à cette rencontre. Il a toute affaire cessante, il a quitté Saly pour venir sur Dakar. Mais quand il est arrivé, il a été privé de parole. Or, beaucoup de Sénégalais se lamentent du comportement parfois de certains gens qui se réclament journalistes, etc. Je crois que quand on parle de dialogue, il n'y a pas de question qui doit être élaguée. Il n'y a pas de corporation qui doit être mise de côté. Il faudrait que ce dialogue... Parce que les 3/4 des orateurs, mais c'est des politiques. Quand Omar Sarr prend la parole pour se lamenter du traitement que le régime fait subir au PDS, quand Cheikh Bambadji prend la parole pour parler peut-être du processus électoral, etc. Mais tout ça, ça a une connotation politique. Je crois que ces gens-là n'étaient pas plus méritants que la presse pour pouvoir se prononcer sur le code de la presse. Et je crois que voilà le principal motif du refus du palais de donner la parole au SYNPICS. Parce que tribune ne saurait être plus adaptée, plus opportune pour la presse de plaider ce nouveau code de la presse qui tarde à être voté et que les députés refusent d'ailleurs de voter. Parce que le président du groupe parlementaire lui-même, il ne s'en cache pas. Il a dit publiquement que tant qu'ils seront là, tant que ce point sur la dépénalisation restera en l'état, ils ne le voteront pas. Donc moi, franchement, je ne saurais théoriser l'idée selon laquelle le dialogue national était inclusif. C'est faux. Un dialogue national qui n'est pas inclusif, qui exclut certaines organisations de la société civile. Oui, en fait, c'est ce qui dénature par rapport aux enjeux. Par rapport à l'intitulé, on parle de dialogue inclusif. On y a exclu des organisations. Ce qui veut dire que c'est de manière calculée. Et c'est de manière calculée, mais au niveau de la COS, on fait des concessions. Je ne sais pas pour les autres organisations de la société civile, mais nous, en tout cas, cela nous agrée que nous soyons exclus de ce cadre d'échange qui réellement ne traitait pas sérieusement des questions vraiment nationales.
Voilà. Ceux qui étaient conviés, je ne dis pas qu'ils ont été préparés, mais si par accident Abdourahmane Sow était présent sur ce plateau, c'est pour dire vraiment toute la déception que nous avons des pratiques et du comportement du. Et je pense que ça mettrait mal à l'aise. Ceux qui peut-être ont accepté d'être conditionnés dans la prise de parole, les thématiques à aborder ont été présents. Mais si nous, on avait l'opportunité, de toute façon, on le fait souvent par le biais de la presse, dans le cadre des médias, on lui aurait dit toute la déception qu'on a quand même d'avoir trompé les Sénégalais sur les engagements qu'il avait pris. Engageant effectivement, vous me permettez la répétition, tout un espoir par rapport à la rupture dans certaines pratiques d'abus et de dérives. Donc je ne pense pas qu'il serait vraiment convenable qu'on mette le président de la République face à ce genre de situation. Parce que nous, on serait là à dénoncer et puis à lui dire ce que nous pensons réellement de sa pratique et de sa gestion. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas été vraiment convié parce qu'on allait casser la baraque, comme on dit. Nous allons avancer avec d'autres sujets. Je rappelle que nous recevons Daouda Thiam, journaliste, et Abdourahmane Sow de la COS M23. 2 milliards de francs CFA, c'est la dette que l'Assemblée nationale doit à l'État du Sénégal, selon un document du ministère de l'Économie et des Finances. Alors, une situation qui vient confirmer les propos de Ousmane Sonko du PASTEF, qui dénonçait donc le non-reversement des impôts des députés au Trésor public. Ben, écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui, le président Moustapha Niasse devrait être dans ses petits souliers. Pour la seule et simple raison, vous savez, la parole, elle est d'une importance capitale. Quand vous prenez votre plume, vous vous fendez d'un communiqué que vous envoyez à toute la presse, que les Sénégalais qui vous ont élus lisent, communiqué dans lequel vous contestez la sortie de Sonko, vous dites que c'est faux, etc., etc. Quelques jours plus tard, même pas une semaine, un ministère, un démembrement de l'État, un démembrement du gouvernement, un membre du gouvernement, autant pour moi, fait de la même sorte, c'est-à-dire lui également, à son niveau, publie un communiqué dans lequel il prend totalement le contre-pied du président de l'Assemblée nationale. J'ai pitié. J'ai pitié de Niasse. Parce qu'il y a de ces occasions, il est préférable de se taire. Il avait à se taire. Déjà, l'Assemblée nationale a déjà eu à poser beaucoup d'actes lourds pour cette législature. Ils se sont battus, au vu et au su de tout le monde. Et quand ils faisaient ça, ils ne se rendaient même pas compte que des élèves qui font le cours élémentaire deuxième année ou bien des élèves qui font le cours préparatoire, c'est des élèves peut-être qui rêvaient d'être un jour députés. Mais on voit là-bas des gens qui, à un certain moment, aspiraient même à présider aux destinées de ce pays, se livrer à un spectacle aussi ahurissant qu'une bataille, qu'une bagarre range. C'est extrêmement lourd comme acte. Donc, par la suite, quand on vous dit que vous, les députés, ne versez pas, mais à quoi ça sert que, voilà, que Sow opère des ponctions sur ton salaire s'il ne les reverse pas? C'est ridicule. Tu n'as même pas à dire que oui, moi j'ai payé, etc. Vous n'avez rien payé. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, moi j'aurais aimé quand même entendre l'Assemblée nationale se prononcer encore une fois sur cette question. C'est de l'économie, des finances et du plan. Peut-être qu'ils vont se prononcer. Peut-être mais le ce sera pour président dire quoi? se prononcer. Bah, pour dire quoi? Nous nous sommes trompés. Pour dire quoi? Les services de Amadou Ba ont raison ou bien ont faux? Non. Ont tort. Non, moi je crois que ils ont gravement fauté. L'Assemblée nationale n'est pas n'importe quelle institution. Elle ne peut pas se permettre de traîner une si lourde ardoise. 2 milliards, c'est de l'argent.
quelles que soient les justifications qu'il tente de donner, ça ne tient pas la route. Mais à d'autres instances également, hein, le Conseil économique, social, environnemental, donc entre autres institutions qui ont été citées, qui doivent donc des dettes à l'État du Sénégal. Oui, une analyse. Je pense que le décompte a fait plus de 85 établissements publics qui doivent pratiquement 86 milliards à l'État en termes de fisc. Et puis, il faut y ajouter des centaines de milliards par rapport aux exonérations fiscales qui sont accordées à certaines entreprises privées. Et c'est un préjudice énorme qui sont faits aux populations parce que c'est de l'argent qui pouvait intégrer effectivement, n'est-ce pas, la réalisation de beaucoup de projets publics. Et dans ce cadre, je pense que la responsabilité est partagée. Parce que nous sommes des fonctionnaires tout autant que les députés. En tout cas, nous disposons de bulletins de salaire. Et sur nos bulletins sont ponctionnés effectivement cet impôt à verser au trésor public. Maintenant, où se situent effectivement les responsabilités? Quand les députés brandissent effectivement leur bulletin de salaire pour dire qu'ils sont ponctionnés, peut-être à hauteur de 38 000 francs, je sais pas, ou plus même, leur responsabilité peut être quelque peu dégagée par rapport à cette situation, en tout cas catastrophique. Quels sont les degrés de responsabilité des services du fisc, notamment ceux du ministère de l'économie et des finances? Je pense que les responsabilités sont partagées. Si l'Assemblée nationale, par le biais de son président, doit faire une sortie, c'est peut-être pour présenter ses excuses au peuple sénégalais et reconnaître son tort, parce que la responsabilité, effectivement, de l'autorité par rapport à la hiérarchie est engagée, je veux dire le président Moustapha Niasse. La responsabilité du caisseur aussi est engagée, mais aussi les services des impôts, n'est-ce pas, les services du fisc sont engagés parce qu'ils doivent faire un travail de contrôle, n'est-ce pas, ils doivent mettre la pression sur, en tout cas, tous les imposés à reverser cette somme. Si ce n'est pas fait, c'est parce que tout simplement, les services de l'État n'ont pas fait leur travail. Maintenant, il faut qu'il y ait des sanctions, n'est-ce pas, des pénalités pour que pareille situation ne se reproduise plus. Il faut que, en tout cas, les gens l'État prenne ses responsabilités pour que le droit soit rétabli. Abdourahmane Sow, tout à l'heure vous parlez de séparation de pouvoir, la justice indépendante, et là nous avons noté le chef de l'État également faire une autre sortie sur RFI, donc pour dénoncer ou bien même donner son avis par rapport au verdict le verdict de la condamnation de l'imam Sey, 1 an de prison ferme, le chef de l'État qui juge ce verdict clément. Est-ce qu'il devait commenter cette décision du judiciaire? Bon, moi, j'ai de la peine à répondre à cette question parce que on nous avait habitués à un certain discours articulé autour de la séparation des pouvoirs. Et voilà, le pouvoir judiciaire ne dépend pas du pouvoir exécutif. Législative ne reçoit aucun ordre du pouvoir exécutif, etc., etc. Mais quand même, avec la sortie du président de la République sur le verdict qui a été rendu dans l'affaire Imam Sey, ça fait tout écrouler. Tout. C'est-à-dire aujourd'hui, ce serait extrêmement difficile de convaincre les Sénégalais que voilà, l'exécutif n'a pas une certaine mainmise sur le judiciaire. Ça va être extrêmement difficile. Et moi, je n'ai pas également compris le fait qu'après avoir pris la liberté sur lui de commenter cette décision, qu'il revienne pour dire que dans la même foulée, qu'il se gardait de s'épancher outre mesure sur le verdict rendu par les chambres africaines contre Hissène Habré. Parce que même s'il a eu à se prononcer en partie sur le verdict pour dire que c'est trop sévère, il a, avant de terminer sa phrase, il a dit que mais il ne voudrait pas s'avancer outre mesure sur ça, en quelque sorte. Donc, là également, moi, j'ai du mal à comprendre le président. Il peut se prononcer sur l'affaire Imam Sey, il ne peut pas se prononcer sur l'affaire Habré, c'est compliqué.
C'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures. Il ne s'est pas prononcé sur l'affaire Habré, mais son ministre de la Justice... Non, il s'est prononcé en partie sur l'affaire Habré. Il a dit que le verdict est en quelque sorte un peu sévère. Mais en filigrane, il a dit qu'il ne veut pas commenter cette décision de justice. Il peut bien commenter celui non, il l'a déjà fait d'ailleurs. Il a déjà commenté. Donc, Imam Sey, condamné à 1 an de prison ferme pour apologie de terrorisme, le chef de l'État Macky Sall qui juge cela clément. En fait, c'est une appréciation qui l'engage, que ça soit un verdict clément ou pas. L'essentiel que nous pourrons retenir par rapport aux politiques publiques sécuritaires, c'est que nous sommes dans en tout cas des moments de trouble dans la région. Le terrorisme est d'actualité. Et les événements qu'on a suivis depuis la France avec les attentats, tout ça, qui ont suivi avec les morts et tout ça, on a vu que, en tout cas, le protectorat est toujours là. C'est la France, la tête de file par rapport à ce combat contre le terrorisme. Et tout le monde doit satisfaire, effectivement, doit faire plaisir, effectivement, à la France dans ses orientations et soutenir certaines décisions. Le terme apologie, c'est dans le dictionnaire, mais c'est comme si c'était nouvellement inscrit dans le dictionnaire. Les gens entendent parler d'apologie, favoriser effectivement le terrorisme. C'est un terme utilisé par les Français. Franchement, on ne comprend pas. Il y a de la géopolitique, il y a des actes de positionnement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal est presque une chasse gardée de la France. Et que peut-être pour faire plaisir et puis vraiment rassurer, n'est-ce pas, en tout cas la France par rapport à certaines politiques qu'ils ont mises en place dans le cadre du terrorisme, le président de la République a voulu quand même les apaiser. Parce que la question qu'on se posera, c'est que si d'autres imams sortent pour faire la même prêche, parce qu'un imam qui reprend en tout cas des préceptes de l'islam inscrits dans le Coran, c'est un peu sensible de condamner certains propos tenus dans le cadre d'une prêche au niveau d'une mosquée. Ça me permet de faire un saut par rapport à l'affaire Habré. Je pense que c'est une problématique que les gens doivent se poser. Il a été condamné pour crime contre l'humanité, pour viol, pour esclavage. Bien que, effectivement, dans cette nouvelle dynamique, en tout cas de protection des populations, dans le combat contre effectivement ces crimes, c'est bien que qu'on prenne ces présidents dans le cadre de leurs abus, n'est-ce pas, dans le cadre de répression et tout ça. Mais combien sont-ils dans le monde à le faire? Combien sont-ils à être dénoncés? On a vu effectivement la Libye après la démocratie. Comment le pays de Kadhafi, il faut le souligner, en Libye, le niveau de vie était plus élevé qu'en Russie ou bien au Brésil. N'est-ce pas? Quand vous prenez épouse, Kadhafi vous donnait pratiquement 20 000 euros, je ne sais pas, 20 000 $. Donc le niveau de vie était très élevé. Il y avait vraiment quand même l'apaisement, la quiétude dans ce pays. Alors dans le cadre de la démocratie sous la coupole de la France, on s'est rendu compte de la situation en Libye. Quel est le président africain qui a assez de courage pour dire que, par exemple, M. Sarkozy est un criminel contre l'humanité? Quel est ce président africain qui a assez de courage et d'orgueil quand même par rapport à ce que nous sommes en train de vivre sur la base, en tout cas, des politiques établies par ces forces occidentales, à dire que, par exemple, un George Bush est un criminel contre l'humanité? Alors, il ne faut pas qu'on nous parle de Cour pénale internationale, qu'on nous parle de Hissène Habré, qu'on nous parle d'apologie, alors que dans un cercle plus fermé, ils n'osent pas dénoncer les mêmes pratiques qui sont faites au niveau de la Palestine par l'Israël, au niveau de certains pays par la France et tout ça. Donc ça repose la problématique effectivement de l'intégrité, en tout cas de l'intégration africaine, mais ça repose la problématique de la dignité. On sait que le jugement de Habré a été financé par l'Union européenne. Les Africains n'ont même pas été capables de construire leur propre cour. On leur a donné 5 milliards. C'est des problématiques qu'il faut poser. Ça repose aussi les APE. Nous sommes dans la même dynamique. Jusqu'en France pour dire que cette peine, elle est clémente, ça l'engage, mais nous n'avons pas le même point de vue que le président de la République. Voilà, donc merci beaucoup, très chers invités. L'émission, le temps qui nous a été imparti est épuisé. Merci, très chers invités. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Daouda Thiam, il est journaliste. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup également à vous, Abdourahmane Sow, de la COS M23. C'est moi qui vous remercie. Notre confrère journaliste également, communicant. Beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris samedi prochain pour un nouveau numéro d'Actu en 7. Merci à Alioune Badara Ndiaye. Il était du côté de la technique. Cheikh Tidiane Diop également. Oustaz Hassan Diouf a coordonné ce numéro. Ndella Amar pour la touche esthétique. Restez en compagnie des programmes de Wolf TV.